Jürgen Klopp, Pep Guardiola, a-t-on vu le dernier match de la plus grande rivalité de l'histoire? Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Alors, on est de plus en plus rare pour débriefer des rencontres, on n'est plus en live, mais quand il y a des gros événements comme celui de ce dimanche entre Liverpool et Manchester City, on est là et on est là pour débriefer notamment cette rencontre et se projeter sur cette rivalité, la place de cette rivalité dans l'histoire du football, celle entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Avec moi, Elton Mokolo, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je sors d'un match qui a été encore une fois extraordinaire. Il fallait bien ça pour terminer avec ce cycle en ce qui concerne la PL, parce que moi j'ai dans l'idée qu'ils peuvent de nouveau se rencontrer à Wembley. Ils peuvent, ils peuvent encore une fois se rencontrer s'il y a une rencontre en FA Cup entre Liverpool et Manchester City, mais on est qu'au stade des quarts de finale, ils sont encore qualifiés. Parce que, attention, quand je dis à Wembley, ça peut être en demi-finale. Aussi, également. Najim Medini, bonsoir. Bonsoir Romain, bonsoir Elton, bonsoir aux socios. Très content. Moi, c'est plutôt le week-end qui s'est bien passé parce que déjà il y a eu la victoire d'Arsenal avec un but d'Havertz dans les dernières minutes. Et puis tu l'as dit Elton, c'est vrai qu'on a vécu un super match entre City et Liverpool dans la lignée de ce qu'ils nous ont proposé depuis leur arrivée en Première Ligue. Et on va pouvoir y revenir un petit peu plus en longueur. On va pas se mentir, on a dû prendre une douche après la seconde période. On a dû nous aussi décompresser après une nouvelle fois une masterpiece entre ces deux clubs, Liverpool, Manchester City, ces deux coachs. Klopp et Guardiola. On reviendra sur la rivalité globale par la suite et sa place dans l'histoire. Mais Elton, si on débriefe d'abord cette rencontre. Alors, il y a un vainqueur finalement dans cette rencontre, c'est Arsenal, et il y a un monsieur à ma gauche là qui sourit un petit peu comme ça. Pour au moins 3 semaines. Pour au moins 3 semaines, parce qu'après il y aura un City Arsenal et là, voilà. Mais on a eu un match de fou, Elton. Oui, on a eu un match extraordinaire et moi j'en veux pour preuve la déclaration récente de Jürgen Klopp, parce que on prend juste après le match, on a joué les meilleures 53 minutes face à Manchester City. Les meilleures 53 minutes, parce qu'évidemment, il englobe le temps additionnel qui a été long en seconde période. Mais ça vaut pour hommage, parce qu'on sait très bien que Liverpool arrivait avec une équipe réduite, avec une équipe avec énormément de jeunes. Et la personnalité et l'ambition affichée par cette équipe au cœur de la seconde période, où ils ont martyrisé, il n'y a pas d'autre mot, City, et le but, dans un premier temps d'Ederson, qui est sorti sur blessure, et puis d'Ortega, qui a quand même fait des parades déterminantes, et ben ça en dit long sur la trace qu'a laissé ce match dans l'esprit de Jürgen Klopp, parce qu'il y a quand même eu des Manchester City qui ont largement tourné à l'avantage de Liverpool. Je me souviens d'un 3-0 en novembre 2019, il aurait très bien pu dire ça, mais je pense que c'est aussi pour rassurer son groupe, parce qu'il y a quand même eu un match nul et c'est pas le meilleur des résultats pour Liverpool. On a toujours eu des rapports de force entre Liverpool et Manchester City, mais celui là du soir, il était quand même hyper intéressant aussi, incroyable. De par justement ce que disait Elton, les absents qu'il pouvait y avoir à Liverpool. Ouais, je me suis régalé, tu l'as dit, il y avait énormément d'absents du côté de Liverpool, il y avait au moins 6 joueurs titulaires quand même. Si on prend Curtis Jones, Alexander-Arnold, Alisson, Diogo Jota qui était en grande forme sur le début de l'année 2024. Donc, Salah qui est sur le banc. Salah qui était sur le banc. Donc on ne s'attendait pas à ce que Liverpool puisse poser autant de problèmes à cette équipe de Manchester City. Moi je pensais que Manchester City allait peut-être pas se balader, mais allait avoir vraiment un avantage conséquent sur l'équipe de Liverpool. Et finalement non, parce que déjà sur la première période, j'ai trouvé le rapport de force assez équilibré. Alors certes, Liverpool, je crois, termine la première période sans tir cadré, mais dans le contenu et dans le pressing notamment qu'ils ont amené dans cette première période, je les ai trouvés très intéressants. Puis ensuite, Elton l'a dit, sur la seconde période, le rapport de force, il a complètement basculé en faveur de Liverpool. Pep Guardiola a quand même fait quelque chose d'assez rare, il a sorti Kevin De Bruyne. C'est pas anodin. Il était pas content, Kevin De Bruyne. Mais parce que De Bruyne avait beaucoup de mal dans la salle des machines. Endo a fait un super match au milieu de terrain. Exactement, ouais. Même les jeunes globalement de cette équipe de Liverpool, Connor Bradley sur le côté droit, je l'ai trouvé très intéressant. Kansa au poste de défenseur central. Alors il y a eu quelques petites erreurs de temps à autre, notamment sur des passes, mais j'ai trouvé qu'il avait formé une charnière centrale très performante avec Van Dijk qui lui aussi encore une fois a fait un match de patron. Donc j'ai vraiment aimé le match de Liverpool parce que tu l'as dit, énormément d'absents et tu joues contre Manchester City sans complexe et t'es capable de leur poser autant de problèmes avec une équipe réduite, un pressing haut, des récupérations de ballons hautes, une capacité à vite verticaliser le jeu, un Luis Diaz qui a fait très mal sur son côté gauche, un Darwin Núñez aussi qui a montré tout l'étendue de ses qualités, et d'ailleurs lorsqu'il est sorti, ça s'est un petit peu ressenti. On a vu la diff avec Gakpo. Ouais, ça s'est un petit peu ressenti pendant un moment, donc j'ai vraiment aimé le match de Liverpool et ça montre que Liverpool
est redevenu une machine et que même lorsqu'il y a des absents, cette machine n'est pas complètement enrayée. Il y a des restes, il y a une identité, un ADN et ça s'est ressenti encore une fois sur le match. C'est ça, Elton, c'est quand on a des titulaires indiscutables qui sont absents, c'est là où on revoit pleinement l'identité d'une équipe et le travail d'un coach sur tout un groupe et sur tout un effectif. C'est la meilleure publicité pour le football de Jürgen Klopp. Pour Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur, on l'a beaucoup évoqué avec Najim, on a beaucoup évoqué la profondeur d'effectifs de Liverpool. À savoir que, bien évidemment, il y a des joueurs qui sont irremplaçables. Je fais référence à Mohamed Salah, je fais référence à Virgil van Dijk, mais qu'à côté de ça, ils ont été capables de composer sans justement Mohamed Salah, parce qu'à partir du moment où tu es tellement imprégné, tu es tellement convaincu, habité par les idées footballistiques de Jürgen Klopp, et ben ça se retranscrit sur le terrain. Moi, j'en veux pour preuve les jeunes qui arrivent, ils sont mal éduqués, ils sont mal élevés footballistiquement parlant. C'est-à-dire que je vois Kansa, je vois Bradley qui vont attaquer les couloirs de Manchester City. Tout ça, ça démontre quoi ? Ça démontre qu'ils sont convaincus par l'idée qu'ils sont des joueurs légitimes du côté de Liverpool. C'est pas parce que Trent Alexander-Arnold est absent que Bradley va avoir, entre guillemets, un peu plus de méfiance, va arriver avec beaucoup de crainte. Et ça vaut aussi pour d'autres joueurs. Donc, ce soir, on a vu l'étendue de l'apport footballistique de Klopp à Liverpool et c'est un héritage qui est inégalable. Tu sais, c'était pas quelque chose de si évident au début de saison. Rappelons quand même que l'an passé, Liverpool termine 5e. T'es même pas en Ligue des Champions. Et que surtout, il y a eu énormément de ventes. Tu as eu des joueurs importants qui sont partis. Je pense quand même à Fabinho, même Jordan Henderson, le qui skipper. était le capitaine. Donc, c'était pas rien. Moi, franchement, j'avais beaucoup de doutes quand même sur Liverpool. Je les voyais faire une bonne saison, je les voyais terminer dans le top 4, mais je les voyais pas forcément se mêler comme ça à la course au titre avec autant d'insistance, autant d'importance. Et c'est le cas cette année, alors qu'ils ont complètement renouvelé leur milieu de terrain. On a quand même un milieu de terrain cette année, McAllister, Szoboszlai, Endo, Curtis Jones, ce sont des joueurs. Bon, Curtis Jones était déjà là, mais pour les autres, ce sont des joueurs qui n'étaient pas là. Ne tapaient pas à l'écran. Exactement. Et puis ce sont des joueurs qui sont arrivés cet été. McAllister qui est champion du monde. Ce sont des joueurs qui sont arrivés cet été. Donc réussir à renouveler comme ça ce milieu de terrain. Et puis si en plus on compte aussi la perte de Mané, qui n'était pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Qui a complètement été également remplacé dans cette équipe de Liverpool. Je trouve que cette capacité à se renouveler, à redonner un petit peu de peps à son équipe, je trouve ça incroyable. Et on va parler du Jürgen Klopp, mais je trouve que cette saison-là, je dirais pas que c'est son plus grand accomplissement, mais ça... Ouais, parce qu'il y a quand même bien sûr, le cycle 2017-2020. Exactement, surtout la saison 2019-2020, quand tu remportes le championnat avec 99 points. Mais cette saison-là, quand même, le fait de réussir à se renouveler après ce qui s'est passé l'an passé, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ça apporte quelque chose en plus à sa legacy. On va y venir à Jürgen Klopp et Pep Guardiola ensemble, cette rivalité-là. Juste, je parlais un peu du titre, ça va être un fil rouge. On va bien sûr refaire une émission aussi après le City Arsenal, qui sera la prochaine journée de PL pour les deux équipes. 31 mars. Puisque la semaine prochaine, il y a un peu de temps, parce que là, en gros, la semaine prochaine, il y a la Cup, il y a les quarts de finale de la Cup, et après, il y a une trêve internationale, et en sortie de trêve, City Arsenal, ok, on prend. Donc on fera aussi un point à ce moment-là, parce qu'on aura encore plus de matière. Mais 64 Arsenal, 64 Liverpool, 63 Manchester City. Au jeu des calendriers, Najim, on en parlait un peu tout à l'heure. Toi, tu trouves que Manchester City a un calendrier peut-être un peu plus simple que celui de Liverpool et celui d'Arsenal par la suite. Mais Elton, c'est du divertissement fois 1000 ce qu'on a en PL. Mais là, mon cher Romain, là, on est sur le meilleur teaser possible. C'est-à-dire que même la coupure Cup aide pour le teaser, à savoir que là, il va s'écouler un mois avant que les trois équipes se retapent dessus. Et quoi de mieux qu'un City Arsenal ? Parce que là, on est sur un chiffre rond, il reste 10 journées. C'est pas 9 journées, c'est pas 8 journées. Là, c'est 10 journées, à savoir que là, on entrevoit la dernière ligne droite, le mois de la vérité, comme le dit Mauricio Pochettino, le mois de la vérité, où il y a l'une des trois équipes qui va rentrer dans l'histoire, pour différentes raisons. Manchester City, avec la probabilité de remporter un 4e titre de suite en PL, Liverpool, par rapport au fait que ça serait le dernier titre de champion d'Angleterre pour Jürgen Klopp, et enfin Arsenal qui briserait une malédiction de 20 ans. Donc là, on a vraiment le meilleur teaser possible, et ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Najim, si on se projette un petit peu, alors je sais que toi, ton favori des favoris, il ne jouait pas aujourd'hui, donc je ne vais pas te faire parler d'Arsenal, mais juste sur Manchester City, puisqu'on n'en a pas trop parlé, là on a plus parlé de Liverpool. Manchester City,
la connaissance de ces moments-là, Bien sûr. le calendrier, toi, que tu estimes peut-être un peu plus simple, le fait d'être à domicile aussi quand tu dois jouer une équipe comme Arsenal, ça fait que même s'ils sont 3e, il faut absolument pas les enterrer. Mais clairement pas. Clairement pas. Mais même pour moi, mon favori, est-ce que collectivement, ce qu'ils t'ont montré, par exemple, aujourd'hui dans une rencontre phare, puisque tu jouais un concurrent direct, ça t'a changé un peu la vision que tu pouvais avoir de cette équipe-là? Moi, je trouve que sur le début d'année 2024, Arsenal et Liverpool me font plus grosse impression que Manchester City. Sauf que, évidemment, pour moi, c'est peut-être un peu paradoxal, mais mon favori, ça reste Manchester City. Mon intuition, c'est qu'Arsenal va réussir à remporter le championnat, mais le favori, ça reste Manchester City. Pourquoi ? Parce que Manchester City est une équipe qui a pas... Depuis l'arrivée de Pep Guardiola, ils ont participé à 4 sprints finaux. Ils ont gagné les 4. Les 2 fois où Manchester City n'a pas remporté le championnat, c'est lors de la première saison de Pep Guardiola. Il termine 3e, loin derrière Chelsea de Antonio Conte qui avait remporté le titre de champion. 81 points. Voilà, je crois qu'il y avait loin 80 points. Ouais. Je crois qu'il y avait 15 points d'écart entre les deux équipes. Si tu as perdu de Chelsea de Conte. Ouais. Donc ils n'étaient pas dans la course au titre. 78, pardon. Et la deuxième fois, c'était évidemment lors de la saison de Liverpool en 2019-2020. Où là, ils ont 81 points. Là, ils ont 81 points et Liverpool a 99 points. Ouais. Donc pareil, il y a 18 points d'écart entre les deux équipes. Donc Liverpool avait plié le championnat. Dès qu'il y a du suspense. C'est ça. Dès qu'il y a du suspense, dès qu'il y a un sprint final, Manchester City n'a jamais levé le pied. À chaque fois, c'est Manchester City qui a fini par être champion. Donc forcément que le favori, c'est Manchester City. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont l'expérience de ces sprints finaux et surtout... Regardez à chaque fois comment ils le font. J'ai en tête notamment la saison 2021-2022 où ils terminent la saison avec 12 victoires consécutives. Et en 2018-2019, ils font encore plus fort. Ils terminent la saison avec 14 victoires consécutives. Il faut avoir un mental d'acier pour ça. Et moi, je l'ai vu l'an passé avec Arsenal. Pourquoi ? Parce que quand tu arrives dans les matchs au-delà de la 30e journée, c'est différent. Généralement, t'as les jambes qui tremblent un peu plus. T'as le maillot qui a un lourd, poids, voilà, qui pèse un peu plus lourd. Pour Manchester City, c'est tout le contraire. T'as l'impression que ça les galvanise, qu'ils sont capables, encore une fois, d'avoir un supplément d'âme. Les 2 stats que je viens de vous donner, c'est extraordinaire. Ouais, c'est Terminer fou, la saison avec 12 victoires de suite et 14 victoires de suite dans un mano à mano avec Liverpool, c'est incroyable. Et donc moi, encore une fois, je les enterre pas. Même si City n'est pas l'équipe qui me fait la plus grosse impression sur ce début d'année 2024. Tu les vois pas champions. Au final, tu les vois pas champions parce que là, pour le coup, je vais aller dans le raisonnement, dans la continuité de ce que dit Najim, mon cher Romain, mon cher Najim et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Encore plus avec ce match aujourd'hui, les doutes sont légitimes quant à la capacité qu'aurait Manchester City à revalider son titre de champion d'Angleterre. Parce que, force est de constater, il y a une stat qui est passée, face au top 6, tu as 2 victoires, c'est face à Manchester United. C'est-à-dire que, notamment sur ces rencontres au sommet, sur les matchs à 6 points, où tu dois laisser des cicatrices à l'adversaire, tu n'as pas gagné. Et là, tu vas t'avancer sur un sprint final où Manchester City, les équipes... Ils doivent rejouer encore Arsenal, Aston Villa et Tottenham. Exactement. En sachant que tu joues Arsenal et Aston Villa à domicile et tu joues Tottenham à l'extérieur. Aujourd'hui, les équipes, notamment les équipes de pointe, ont démystifié Manchester City. Manchester City qui est dans une saison qui est un peu paradoxale parce que c'est pas une saison de transition, mais c'est une saison, entre guillemets, tu as renouvelé notamment ton historique. Il y a des joueurs qui n'étaient pas forcément des titulaires indiscutables, mais qui ont eu une importance dans le City de Guardiola, qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Gundogan et Mahrez notamment. Exactement, Gundogan qui était ton capitaine. Tu as connu une saison bizarre avec De Bruyne qui a été longtemps absent. Puis c'est le contre-coup de t'as gagné la Ligue des Champions, quoi. Enfin, donc là, tu vas être jugé sur ta capacité, sur le sprint final, à remettre un coup de collier. Est-ce que Manchester City a ça en lui ? Ça va être la question. Et est-ce que sur ces matchs, notamment à 6 points, je vais être en capacité de prendre des points ? Parce que à force de ne pas prendre des points, oui, on peut dire Manchester City vont arriver sur le sprint final, mais toujours est-il qu'ils ne gagnent pas ces matchs. Et encore une fois, face à Liverpool, t'as mené un 0 et t'as pas gagné. T'es sur un 2/6 contre Liverpool cette saison. Et j'ajoute un dernier élément. Aussi pour Liverpool. En plus donc de ce côté expérience où vraiment Manchester City, c'est ce qui fait de Manchester City pour moi le grand favori malgré tout de cette deuxième partie de saison. Je trouve aussi quand même qu'ils ont le meilleur effectif de Premier League. Quant à De Bruyne, Rodri et Haaland, pour moi, tu as 3 des meilleurs joueurs à leur poste. Et ça peut aussi jouer. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais malgré le contenu un petit peu moyen, on va dire, de Manchester City sur ce début d'année 2024, et notamment contre les équipes du top 6, pour moi, ça reste quand même le grand favori de cette deuxième partie de saison. Et Rodri n'a toujours pas perdu de rencontre depuis 1984. Donc, il est sur le terrain, c'est quand même assez très fort. Intéressant. Si on se planche un petit peu sur l'histoire avec cette rivalité entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. C'était
le dernier face-à-face entre les deux en Première Ligue. Tout à l'heure, je posais la question, a-t-on vu le dernier match de la plus grande rivalité ? Il y a 2 incertitudes. La première, c'est est-ce que c'était vraiment le dernier match ? Parce qu'il peut y avoir une rencontre en Cup. La deuxième, c'est la question à laquelle on va se pencher maintenant. C'est de savoir si pour vous, c'est la plus grande rivalité de coach de tous les temps. Alors, il y a énormément d'exemples autres. On peut parler du Ferguson contre Wenger avec Arsenal et Manchester United en milieu des années 2000. On peut parler de Guardiola-Mourinho. On peut parler de plein d'autres confrontations. Mais avoir 2 équipes à un tel niveau qui se rencontrent tous les ans, qui se tirent la bourre tous les ans pendant autant de temps, est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire du foot ? Je vais dire moderne, parce que c'est vrai que si on va ressortir une rivalité dans les années 50-60, ça n'a plus trop de raisons de comparaison. Mais est-ce que vous avez un autre souvenir que ces deux-là récemment ? Moi, j'ai quand même le. Après, c'est peut-être aussi des souvenirs d'adolescents, jeunes adultes, mais le Guardiola-Mourinho, t'en parlais en Liga. Je parle pas de la Première Ligue, je parle en Liga avec le Guardiola-Mourinho. Ça avait quand même un charme. Ça avait quand même un immense charme. Je pense qu'on a tous adoré. Il y avait un aspect en plus ennemi, rivalité, tension qu'il n'y a pas entre Guardiola et clubs qui s'adorent. Et en plus, sur le terrain, il y avait aussi cette rivalité Messi-Ronaldo qui donnait ça donnait un mélange explosif. Mais ça a duré quand même moins longtemps. Ça a duré moins longtemps que la rivalité entre Jürgen Klopp et Guardiola. Et ça s'est pas forcément prolongé sur l'APL quand Mourinho est revenu en Première Ligue, que Guardiola était là. Aussi. Et puis l'autre, c'est aussi, tu l'as dit, Arsène Wenger, Ferguson. Arsène Wenger, Ferguson, c'est entre 98 et 2004, un titre de Première Ligue qui soit était dans les mains d'Arsenal, soit était dans les mains de Manchester United. Il y avait une immense rivalité entre les deux coachs. Pareil, il y avait un petit peu souvent des embrouilles, un petit peu de tension entre les deux coachs. Il y avait souvent de la tension également sur le terrain. Il y a eu des matchs mémorables également entre les deux équipes. Donc j'ai beaucoup de mal quand même à répondre à cette question parce que j'ai pas envie d'oublier ce qu'ont fait Arsène Wenger et Ferguson, ce qu'ont pu faire Guardiola et Mourinho en Liga. Mais déjà le fait que Guardiola et Jürgen Klopp s'inscrivent dans ce débat-là, c'est déjà exceptionnel. Romain, je vais te donner une question. Si tu enlèves la finale Covid, qui était une finale particulière, la finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern, quelle est la dernière finale de Ligue des Champions qui n'a pas impliqué soit le Liverpool de Klopp ou soit le Manchester City de Guardiola ? C'est le Real Juve de 2017. Une fois que tu as dit ça, tu as tout dit. C'est-à-dire 2017. Et encore une fois, si tu mets de côté la finale Covid, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne parle pas d'une domination nationale. On parle d'une domination internationale. On parle de 2 équipes programmées pour aller jusqu'au mois de juin en ce qui concerne la finale de Ligue des Champions. Bon fin mai. Mais l'idée est là, savoir que c'est des équipes qui ont tellement eu une domination, qui n'ont pas forcément remporté toutes les Ligues des Champions et qui vont tellement loin que c'est très difficile de les sortir, non seulement sur une double confrontation, mais niveau championnat, ils ont redéfini les codes de la Première Ligue. C'est-à-dire que le ticket d'entrée pour remporter une Première Ligue, c'est plus de 90 points. Ouais, c'est 95 maintenant. Ouais, c'est 95. C'est-à-dire que tu peux être vice-champion d'Angleterre en ayant 98 points. Donc c'est pour ça que moi, je peux te le dire sans gêne, à savoir que pour moi, c'est la plus grande rivalité. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un sentiment de honte quand tu évoques les autres rivalités. Parce que nous, on est des enfants fin des années 80, début des années 90. On a grandi avec les Ferguson, on a grandi avec les Wenger. C'est le Mont Rochemort du football, à savoir les pères fondateurs. Et donc, par rapport à ça, c'est très difficile de leur dire « Ouais, vous nous avez éduqués footballistiquement, mais il y a meilleur que vous. » Et la réalité, c'est qu'on parle de 2 équipes qui ont remporté des Ligues des Champions, du côté de Liverpool, du côté de Manchester City, qui ont remporté des Premières Ligues et qui se sont tirés la bourre pendant 8 ans. C'est ça aussi qui est assez fou. C'est que tu prends les premiers affrontements de 2017-2018 qui sont déjà d'un très très haut niveau. Je me rappelle notamment la confrontation en Ligue des Champions, c'est en quelle année ? Pour moi, la plus grande confrontation entre les deux, c'est en janvier 2017 ou 2018, une victoire 4-3 de Liverpool face à City. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait eu 4-3 pour Liverpool et ce match-là avait été extraordinaire parce que tu as, je crois, City qui marque 2 buts quasiment en fin de match, qui relance complètement le match. Bref, il y avait une tension sur ce match et un ping-pong incessant qui avait été extraordinaire. Mais ce qui est fou, donc pour revenir sur ma question, c'est que on sent que dans le City de Guardiola, il y a du Klopp. Et dans le Liverpool de Klopp, il y a du Guardiola. Et que les deux qui se rentrent dedans ont amené des améliorations pour leurs 2 équipes. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est là où j'ai pas de doute, par contre, c'est que c'est la plus grosse rivalité, notamment sur le plan tactique. C'est-à-dire que c'est le plus bel héritage. Le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Guardiola, ils ont une vraie identité stylistique. C'est-à-dire que ce sont des équipes qu'on reconnaît parmi 1000.
Le Manchester City, c'est un jeu de position. On va essayer surtout de faire la différence par des supériorités numériques qu'on va essayer de créer sur le terrain. Et du côté de Liverpool, on va surtout baser le jeu sur le contre-pressing et sur la verticalité. Très grosse intensité. Exactement. Et le fait qu'en fait, il y ait ces deux équipes avec des styles un petit peu opposés qui arrivent à performer et qui, lorsqu'ils s'affrontent, à chaque fois donnent des sommets du jeu, et ben, c'est ça aussi qui donne que cette rivalité, elle a quelque chose en plus. Généralement, un City-Liverpool, ça ne déçoit pas. Et généralement, une équipe de City et de Liverpool, tu les reconnais. C'est-à-dire que Liverpool, voilà, avec ce trio Salah, Firmino, Mané, Manchester City, avec ce Kevin De Bruyne, avec Sané, Sterling au départ, avec un Agüero qui a aussi bercé les années de Pep Guardiola, avec Erling Haaland ensuite qui est arrivé. Il y a en fait plein d'histoires en fait dans ces deux équipes qui font que, sur le plan notamment du jeu, c'est une rivalité qui est plus grande que celle de Wenger et Ferguson et qui est... Alors je ne sais pas si elle est plus grande que celle de Guardiola et Mourinho, mais une équipe de Mourinho est peut-être moins reconnaissable qu'une équipe de Klopp ou une équipe de Guardiola, par exemple. Ça a impacté le football mondial, c'est-à-dire que l'un est la névrose de l'autre. Et inversement, c'est-à-dire que les deux sont indissociables quand on parle de Klopp et de Guardiola. Et le plus bel hommage, encore une fois, c'est Guardiola quand il explique que Klopp l'a aidé à être meilleur. C'est-à-dire que tu pouvais pas rester dans une forme d'immobilisme parce que tu savais très bien que l'année suivante, tu pouvais finir à 10 points. C'est-à-dire que le Manchester City, qui gagne tous les trophées en Angleterre en 2019, gagne quasiment rien l'année suivante, hormis la Carabao Cup, parce que tu as le Liverpool de Klopp qui est extraordinaire. Donc c'est par rapport à cette idée qu'ils se sont challengés pendant 8 ans, et je te dis 8 ans, je peux aussi évoquer les expériences en Allemagne qui ont fortement... ça avait déjà commencé entre le Dortmund et le Bayern. Qui ont fortement influencé, et la Première Ligue, qui est devenue le meilleur championnat au monde, a été le prolongement de ça, a été entre guillemets le paroxysme de ça. Et moi, mon cher Romain, j'aurais un seul regret, c'est-à-dire que j'ai pas eu une double confrontation en Ligue des Champions avec les deux équipes matures. C'est-à-dire qu'on aura eu une seule double confrontation en 2018. Qui était énorme. Hein. Qui était énorme à l'avantage de Liverpool. Mais on est sur deux équipes qui sont au début de leur aventure. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le grand Liverpool de Klopp. Alors t'aurais voulu un petit quart de finale avec les deux matchs sur 2 semaines, une semaine là, entre l'aller et le retour. Par exemple, avoir un City-Liverpool sur le cycle 2020, 2021, 2022. Ça, je l'ai pas eu. Ouais, mais tu sais, pour moi, leur plus grande réussite, c'est qu'ils ont limite créé des courants de pensée. Ah oui. T'as des équipes qui essayent de copier le City de Pep Guardiola, t'as des équipes qui essayent de copier le Liverpool de Jürgen Klopp. Et c'est ça finalement leur plus grande réussite, le plus grand héritage. Quand tu essayes quand même de copier ces styles-là, c'est que finalement tu as laissé une empreinte, certes dans les résultats, parce que comme tu l'as dit Elton, ils ont complètement déréglé les compteurs, mais en plus de ça, au niveau du jeu, ce sont des équipes qu'on a envie de reproduire en quelque sorte. Bon, et ce sera peut-être pas fini puisqu'il y a certainement certainement, non pas du tout, pas certainement, mais il peut y avoir encore une possibilité qui se rencontre avec le Liverpool et Manchester City. Ça sera en FA Cup d'ici à la fin de l'année. Et juste pour terminer, parce que ça fera plaisir à Najim, Guardiola a accéléré la montée en puissance d'Arteta. Moi, je me dis que Klopp, avec Pepin Lijnders, qui est son adjoint, ça pourrait être la même chose dans les années futures. Peut-être. On ne sait pas. Bon, il n'a pas encore pris de club, Pepin Lijnders. Moi, je l'attends impatiemment parce que moi, je me dis, avec le départ de Klopp, il est prêt. Ouais, pourquoi pas. Et après, il y aura peut-être d'autres confrontations entre Guardiola et City. Si jamais, un jour, Guardiola revient au Barça et Jürgen Klopp prend le Real Madrid. C'est jamais. Peut-être. Mais est-ce la plus grande rivalité de l'histoire? Les socios, n'hésitez pas à nous le dire, vous, sur les différents commentaires sur YouTube. Vous mettez ça en dessous de la vidéo. Si vous êtes plus Ferguson, Wenger, si vous êtes plus Guardiola, Mourinho, parce que vous aimez la castagne, vous aimez la bagarre. Si vous êtes plus Club Guardiola, si vous avez d'autres rivalités qu'on a oublié de donner, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. J'étais très content de faire ce petit débrief. J'ai Sam Allardyce de Manchester City. Oui, pourquoi pas aussi, c'est pas mal. On va terminer cette émission. Il y a aussi Luis Enrique et Eric Roy. Ça, c'est une grosse bien sûr, pourquoi pas. On va terminer cette émission avec le moment, l'instant prono, le moment au tableau par Winamax. On va vous pronostiquer des matchs pour le mardi
de la Ligue des Champions, parce qu'on va sortir plusieurs vidéos. Il y en a une qui va arriver demain aussi, petit spoiler pour les socios. Et dans la vidéo de demain, on parlera des matchs de mercredi en Ligue des Champions. Là, on va parler des matchs de mardi. Juste avant, je vous montre le tableau, quand même, le tableau final, voir où on en est. Est-ce que Elton, avec ses 77 émissions, est devant? Ah bah non. Eh ben non, toujours pas. Toujours pas. Donc Walid est leader. Donc Walid est leader avec 26 points. C'est pas mal, 26 points en 17 paris. Devant Abdel, 23 points en 12 paris. C'est très bien. Devant Elton, 22 points en 19 paris. C'est logique. Devant Romain qui parle de lui à la troisième personne. Romain qui arrive avec seulement cette émission à réussir à avoir un score qui est 2 fois supérieur. C'est quand même assez balèze. Puis on a Sam Vasselin, puis on a Mohamed, Najim. Tiens, Najim, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, j'avance trop doucement parce que j'ai fait passer mon dernier pari, mais je suis qu'à 5,46. Ouais. Justement, on va vous proposer un prono chacun pour la Ligue des Champions. Et ce mardi, donc les deux affiches Arsenal-Porto, Barça-Naples. On va commencer par Elton. Tiens, qu'est-ce que tu nous pronostiques? On part du côté du stade olympique de Barcelone. Montjuic. Ouais. Luis Companys. Ouais. Luis Companys. Donc moi je suis parti sur une victoire du Barça à 1,90. C'est une cote qui est très intéressante. Alors, C'est en 90 minutes. Hein. En 90. Alors bien évidemment, le Barça n'est pas non plus très rassurant, mais le Barça est quand même compétitif en Liga, même si c'est des victoires à l'arraché. Et moi je me dis contre Naples, à l'image de ce qui s'est passé au match aller, bon, même si tu as été rejoint dans les dernières minutes, le Barça à domicile est capable de gagner. Ça va être compliqué avec un milieu de terrain qui sera expérimental, mais moi je me dis que la force offensive incarnée par Lewandowski, qui revient à un vrai bon niveau, Lamine Yamal qui est dans une forme qui est quand même de très bonne qualité, et ben tous ces éléments me font dire que le Barça va gagner. Il ne va pas gagner 3-0, mais va gagner. Le Barça qui est à 1,90, on rappelle que c'est les cotes là, qui sont... la vidéo, elle sort dimanche soir, donc c'est les cotes de dimanche soir. Ça est amené à évoluer, bien sûr, d'ici à la rencontre qui est mardi soir. On reste sur ce match-là. Exactement. Alors, j'essaie de bien calculer, mais si le Barça gagne, il ne peut pas y avoir la qualification du Napoli. Exactement. Non. Mais toi, tu vois la qualification du Napoli. Exactement. Je vois la qualification du Napoli qui est à 2,60. Je trouve que quand même c'est une belle cote. Déjà au match aller, ils ont quand même posé quelques problèmes à cette équipe du Barça. Ils ont réussi à obtenir le match nul. Et puis je trouve que le Barça n'est pas encore une équipe extrêmement mature. Et je pense que le Napoli peut en profiter. Il y a un Kvaratskhelia notamment qui revient en grande forme du côté du Napoli. Il peut peser sur la rencontre. Je pense que... sur cette phase retour, il n'y aura pas que des résultats entre guillemets logiques, parce que le résultat logique en quelque sorte c'est de voir le Barça passer. Moi je pense qu'il y aura quelques surprises et le Napoli peut en faire partie. Le Napoli, donc la qualif est à 2,60. Il faut une victoire par 2 buts d'écart. Il y a eu 1-0, c'est ça l'aller? Il y a un partout. Ah oui, non, il y a eu un partout, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Lewandowski Osimhen. Eh oui, c'est vrai. Ah oui, donc c'est possible. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. 2,60. On y va chez moi. Moi, je vais de l'autre côté de la Manche. Je vais à Arsenal-Porto. Alors, j'ai pas envie de me mouiller sur la qualif parce que je n'exclus pas l'idée qu'il y ait une petite déconvenue pour Arsenal. Bah Porto, ils sont capables de le faire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ça peut se passer. Mais je vois dans ce match-là un match avec des buts, contrairement à l'aller, et je vois bien Kai Havertz marquer. Kai Havertz, il est en feu. Il a encore marqué le but libérateur contre Brentford, mais sinon il est sur 4 matchs où il marque sur les 5 derniers, et dedans il y a des doublés, parfois il y a des passes D. Donc c'est l'homme en forme. Je trouve que son repositionnement par Arteta est beaucoup plus intéressant que quand il était relayeur en début de saison. Il a de plus en plus confiance. Et puis Kai Havertz, c'est un des seuls joueurs de l'effectif d'Arsenal qui connaît ces moments-là, qui connaît ces rendez-vous-là. Cette équipe-là, elle apprend la Ligue des Champions, mais Kai Havertz, il a déjà gagné, il a déjà été buteur en finale. Donc il peut prendre ses responsabilités. 2,95, je trouve la cote hyper intéressante pour Kai Havertz, sachant que Arsenal va attaquer, et donc ça peut être lui. Ça peut venir de Saka, ça peut venir de Odegaard si vous voulez, etc. Mais ça peut venir également de. Moi je le prends en tout cas. J'espère que tu vas faire passer ton pari. S'il y a un partout. Après s'il y a 2-1 pour Porto, ça marche aussi. Ouais. Voilà, ça j'espère pas quand même. Kai Havertz à 2,95, le Barça à 1,90 et la qualif de Naples à 2,60. C'est les pronos qu'on vous a proposés. Merci à tous les socios d'avoir été avec nous. Merci Elton. Merci Najim, merci à Fares Hachem qui a réalisé cette émission. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. En commentaire, quelle est la plus grande rivalité de l'histoire de coach pour vous, vous nous le dites. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.